Alors, ça, c'est les relativistes. Il y a les autres, les absolutistes. Alors, les absolutistes qui ne considèrent que le strict développement intellectuel du sujet, considéré comme une progression régulière de l'erreur vers la vérité. Donc, les absolutistes, selon Marc Bloch, un peu comme les positivistes en quelque sorte, pour eux, où on est dans l'erreur, on est dans la vérité. Autrement dit, si les rapports économiques du passé doivent être analysés, on les analyse en fonction de la dose de fausseté ou d'erreur qui était la leur. Ils ne savaient pas, et maintenant on sait. Donc il y a ici une prise de position normative et qui est contraire à la thèse précédente. D'ailleurs, je dois dire que si on doit élargir cette problématique au domaine de la science, notamment des sciences exactes, ce n'est pas vérifié. Je pense par exemple à cette vision positiviste du progrès qui a été remise en question dans l'épistémologie des sciences. Par exemple, en ce qui concerne la physique, il y a eu, à la fin du XVIIIe siècle, ce qu'on appelait la théorie corpusculaire de la lumière. Autrement dit, la lumière était envisagée comme des grains discontinus. Hein. Et puis ensuite, il y a eu une mise en cause de cette théorie corpusculaire, et c'était la théorie ondulatoire. Donc c'est un flux continu. Et puis au début du XXe siècle, avec les quanta de Max Planck, et relayés ensuite par d'autres scientifiques, parmi lesquels Albert Einstein et d'autres, on réhabilite ce qu'on appelle les quanta, qui, dans une certaine mesure, réhabilitent la théorie corpusculaire. Évidemment pas sous la même espèce de qualification, mais on est dans cette problématique discontinuiste qui est, en quelque sorte, la version définitive, ou du moins la plus moderne, de la théorie de la lumière. Et voilà, la science nous montre qu'il peut y avoir un retour, il peut y avoir une circularité dans la conception épistémologique du réel. Alors, les deux thèses que évoque Marc Bloch, elles sont subdivisibles, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi des nuances. Par exemple, en ce qui concerne la thèse relativiste, celle qui privilégie la doctrine de l'idéologie, position de classe, plaidoirie pour une politique définie, etc. La théorie du reflet, ce qu'on appelle aussi la théorie du reflet, un concept qui a été mis en lumière par Henri Lefebvre, un éminent sociologue que j'ai eu l'honneur et la chance, dont j'ai eu l'honneur et la chance de suivre les cours au début des années 60, c'est-à-dire 61-62, à l'université de Strasbourg. Cette théorie relativiste est exprimée ici par un auteur qui s'appelle William Stark, qui a écrit en 1944 un certain nombre de travaux et qui assimile les théories à une image réfléchie du monde contemporain. Alors je le cite. Voilà ce qu'il dit. Ricardo avait raison de soutenir une théorie de la valeur travail en 1817, parce que le capital fixe était peu utilisé à l'époque, et lorsqu'il modifia sa théorie 3 ans plus tard, il ne faisait que se soumettre à la marche victorieuse de la mécanisation. Alors évidemment, nous aurons l'occasion de voir en in fine, on va faire un panorama synoptique des grandes doctrines économiques, notamment à partir de la notion de travail, sur le concept de travail. Ça, c'est pour
la doctrine de l'idéologie, entre guillemets, ou la position de classe. Deuxième variante de la thèse relativiste, ce sont les doctrines relativistes qu'on appelle modérées. Elles sont ici développées par Alfred Gray, hein, G-R-A-Y, The Development of Economic Doctrine, hein, le développement de la doctrine économique, écrit en 1931. Il considère que, contrairement aux autres sciences, la science économique n'est pas cumulative. C'est-à-dire on ne prend pas acte de ce qui a été pensé sur le plan économique aujourd'hui et que l'on va essayer de rectifier le tir dans la fois suivante. Il peut y avoir un phénomène de discontinuité là aussi. Alors je reprends sans citation. Il considère que, contrairement aux autres sciences, la science économique n'est pas cumulative, donc les théories sont des énoncés séparés, mais il faut attendre 1880 pour voir l'économie devenir un sujet académique. C'est ce que proposent ce qu'on appelle les néoclassiques, hein, les Walrasiens, etc., etc. Donc, seule l'époque contemporaine est capable d'erreurs doctrinales sérieuses. Alors, autant les erreurs commises dans l'analyse jadis ne sont pas prises en considération, autant aujourd'hui, on peut parler d'erreurs commises par les doctrines contemporaines. Alors, cette thèse, elle est réfutée. Elle est réfutée par Jacob Wiener, V-I-N-E-R, Jacob Wiener, pas Weiner, parce que ça risque d'être confondu avec le père de la cybernétique, de MIT. Alors voici ce qu'il dit. Ils, c'est-à-dire les relativistes modérés, n'ont pas pris conscience du fait que l'un des événements historiques qui a déterminé une évolution est la capacité d'analyse économique. Bon, là il fait allusion à Adam Smith et au colbertisme. Alors je vais vous livrer un tableau général qui donne un petit peu les différentes, comment dirais-je, les différentes catégorisations en termes de doctrine économique et d'école économique qui vous permettent de suivre un peu toute cette complexité, hein, des doctrines qui s'entrecroisent et qui s'opposent les unes aux autres et puis qui se rejoignent à certains degrés, etc. Alors, je vous soumets donc la vue de ce tableau pendant que je continue mon développement. Alors, la thèse absolutiste, il y a un changement de vision. Pour les absolutistes, il y a un déplacement d'intérêt dans l'objet d'économie. Autrement dit, l'époque classique reste sur le paradigme d'Adam Smith, et c'est notamment ce qui caractérise la macroéconomie. Et là, je cite l'approche de la macroéconomie dans la perspective de Smith, le pourquoi de la richesse des nations et le comment des rouages du capitalisme. Le pourquoi de la richesse des nations et le comment des rouages du capitalisme. Il y a évidemment des épisodes à considérer. L'époque néoclassique, notamment la microéconomie, donc là on est dans la microéconomie. Pour la microéconomie, la croissance des ressources et la progression des besoins constituent l'alpha et l'oméga de cette école dite microéconomique et qu'on appelle d'autre part l'école marginaliste qui s'intéresse à la gestion de la rareté. Alors je rappelle que l'école marginaliste, c'est l'école de Vienne avec le nom de Von Wieser qui était un peu qui avait la paternité de cette école dite marginaliste. Alors, du point de vue de la macroéconomie, depuis la crise de 29, va surgir la macroéconomie, ou du moins une nouvelle conception de la macroéconomie avec la théorie keynésienne,
qui va être remise en cause beaucoup plus tard, c'est-à-dire à partir des années 80, après la crise des années du milieu du XXe siècle, en gros, hein, avec l'approche de Friedman, Rueff, je ne sais pas comment l'appeler, Rueff-Friedman, qui revient sur des positions très très conservatrices en ce qui concerne la question de la doctrine économique. Donc les positions philosophiques dominantes agissent en longue période, ce qui corrobore les thèses relativistes. Alors ça, c'est la thèse absolutiste. Alors deuxième position, celle de Schumpeter, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui prend position pour l'autonomie de l'analyse économique en tant que science et en réaction contre le courant contextualiste. Nous avons parlé tout à l'heure. Pour lui, il y a une sorte de convergence des technostructures. Et là, il évoque la question des technostructures qui convergent, quel que soit le camp, Est ou Ouest. Vous savez que pendant 70 ans, nous étions dans cette problématique binaire. Le bloc de l'Est, les pays socialistes ou les démocraties populaires, et le bloc de l'Ouest, le bloc dit libéral. Dans son livre, un livre important qui s'intitule Capitalisme, socialisme et démocratie, pardon, Capitalisme, socialisme et démocratie, il fait un long développement introductif pour montrer qu'en fait, depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire depuis, disons, l'avènement du marxisme, nous sommes dans les nouvelles prophéties, exactement comme les prophéties de Jérémie, des prophètes bibliques, etc. Il y a des prophéties. Pour lui, le marxisme est une prophétie du monde moderne. De même que les analyses capitalistes, certains, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Rostov et d'autres, ce sont des prophéties. Donc il y a une espèce de prise de position doctrinale, idéologique, qui précède l'analyse en tant que telle. Et c'est en ce sens qu'il inverse en quelque sorte la perspective en montrant que les doctrines économiques fonctionnent dans des paradigmes divers. Et parlant des paradigmes, je voudrais ici m'appesantir sur le paradigme travail, qui sera pour nous une illustration de les hypothèses que je viens d'évoquer. Alors, les exemples sur les conceptions implicites du travail sont multiples. Par exemple, le travail durant l'époque féodalo-chrétienne, pour parler de l'Europe chrétienne, l'Europe médiévale, comme je l'avais dit précédemment, le travail est considéré comme une servitude nécessaire, mais à finalité expiatoire. L'homme doit expier ses péchés parce que l'homme a péché. C'est le péché originel, etc., etc. On est dans une conception chrétienne du travail, et ceux qui travaillent, ce sont les servi, ou ceux qui laborantes, ceux qui travaillent, laborantes, laborare en latin veut dire travailler, mais le terme laborare, dans son expression première, n'a pas le sens de travail d'aujourd'hui. Laborare, c'est la même chose que sudare, suer, c'est peiner. Tu travailleras à la sueur de ton front, tu accoucheras dans la douleur, en ce qui concerne l'élément féminin, bien sûr. Donc il y a toujours un côté un peu, j'allais dire, un côté masochiste qui est lié au travail. Donc il y a beaucoup de termes qui accompagnent laborare, laborare, sudare, peiner, etc. Cette conception du travail
n'est pas du tout valorisante, puisqu'il s'agit ici d'une conception religieuse, biblique, dans laquelle le travail, notamment le travail paysan, hein, en l'occurrence, ou même artisan, est considéré comme subalterne. L'homme doit payer la dette de péché originel. Et pendant que d'autres catégories sociales jouent d'autres rôles. Nous sommes ici dans une espèce de fonctionnalité. Hein, c'est le fameux fonctionnalisme de Georges Dumézil dont j'ai parlé dans mon cours inaugural. Il y a ceux qui prient pour sauver votre âme, c'est les prêtres. Il y a ceux qui combattent pour défendre le territoire de la chrétienté, ceux qui justifient les croisades contre l'islam, en l'occurrence, parce que c'était de même qu'il y a eu le rapport Est-Ouest, l'Occident chrétien et l'islam, qui étaient les deux forces antagonistes mondiales. De même, il y a plus tard l'Est-Ouest, le capitalisme d'un côté, le socialisme stalinien de l'autre. Donc cette bipartition du monde, elle a existé au Moyen-Âge entre islam d'un côté, chrétienté de l'autre. C'était les deux seules civilisations qui étaient en position de visibilité et qui donnent lieu à des formes d'antagonisme majeurs, notamment qui sont matérialisées par l'épopée des croisades. Bon, eh bien, il y a cette question qui est posée et au terme de laquelle la deuxième fonction dévolue aux chevaliers, qui est une catégorie barbare qui est venue de l'Est, hein, qui est une catégorie indo-européenne qui n'a rien à voir avec le christianisme romain, hein, et qui vont en quelque sorte justifier leur fonction de prédateur, hein, de guerrier, hein, et qui vont remplir la deuxième mission, tandis que la première mission, celle des prêtres qui vont prier pour notre bienfait et pour notre, comment dirais-je, pour notre sécurité morale, etc. Cette division du travail a duré 8 siècles, depuis l'avènement des Capétiens, c'est-à-dire en 989, jusqu'à la Révolution française de 1789, 9 siècles, où ça a fonctionné sur ces bases, hein, avec évidemment des évolutions, des variantes. Il y avait des révolutions douces à l'intérieur du système féodal. J'aurai l'occasion de revenir sur le féodalisme le moment venu. Donc le concept de travail va évoluer. Et en cette période médiévale, celui qui travaillait donc devait être considéré comme payant une dette morale pour les autres, pour lui et pour les autres, et qui était considéré comme actif. Il y a celui qui travaille au sens que je viens de définir, et il y a ceux qui sont actifs. Qui sont les actifs? Ce sont ceux qui ne sont pas oisifs. La oisiveté, otium en latin, otium, osium, c'est l'oisiveté. Les gabd al-hayt, l'oisif. Or, le contraire de oisif, c'est nec osium, le non-oisif. Nec osium va se transformer en négocium, c'est-à-dire le négociant, c'est-à-dire le commerçant. Seul le marchand, celui qui a pour vocation de transiger, d'échanger des marchandises, de faire acte de commerce, est considéré comme actif. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire, hein, cette conception médiévale de celui qui est actif, le nec osium, le négociant. Tandis que les travailleurs, les artisans, ça, c'est un travail d'esclave ou de serf. Hein. On ne peut même pas le considérer comme du travail. Et puis ensuite, il y a la hiérarchie supérieure, ceux qui doivent évidemment prier pour nous tous. Alors, les choses évidemment vont évoluer. On n'en reste pas là. Déjà à partir du XVIIe siècle, au plan économique, vous avez ce qu'on appelle l'école physiocratique, qui a été l'émanation de Quesnay, hein, le fameux Quesnay, hein, Quenesnay, qui va lui privilégier au contraire le travail de la terre. Pour lui, c'est le travail de la terre qui est fondateur de la valeur. Donc l'économie fonctionne suivant des lois naturelles. Donc les lois physiques et les lois économiques sont consubstantielles. Cette situation de transition du féodalisme vers le capitalisme à ses débuts, hein, celui qui va émerger à partir du
XVIIIe siècle, c'est-à-dire le Aufklärung, le siècle des Lumières, et où émerge cette notion de rationalisme, met au centre la prépondérance de l'agriculture comme seul facteur productif, contrairement au commerce et à l'artisanat et à l'industrie. D'ailleurs, cette attitude a duré longtemps. Lorsque, avant la conquête de l'Algérie par la monarchie de Juillet, vous savez qu'il y a eu le retour à la monarchie à partir de 1817, et Louis-Philippe, qui était roi de France au moment où l'Algérie a été conquise en 1830, Louis-Philippe n'était pas tellement convaincu de la nécessité de coloniser un autre pays, parce que pour lui, le plus important, c'était le travail de la terre. Il était imprégné par cette notion de travail de la terre, plutôt que d'un acte de colonisation à finalité, disons, marchande ou économique. Je ferme la parenthèse, c'est une hypothèse qui a été émise, que je n'ai pas vérifiée, donc sous réserve de vérification. Mais l'acte productif, il revient au propriétaire, qui prélève la rente suivant la formule produit net égale production moins avance. Ça, c'est ce qui se passe dans le cycle court. Et dans le cycle long, alors le cycle court, ce sont les avances annuelles, c'est-à-dire les semences qui constituent l'input, plutôt l'output, et dans le cycle long, c'est l'intérêt sur avance primitive amortie sur plusieurs années. Donc le prix du produit, et par conséquent du travail de la terre, relève des lois naturelles. Cette notion du bon prix ou du juste prix conditionne la reproduction du capital. Donc là, nous sommes toujours dans cette conception initiale du travail dit productif, notamment dans les théories physiocratiques. Alors cette conception, elle colle à la vision de l'époque, c'est-à-dire avant la Révolution. La rente, qui est la raison d'être du monde féodal, s'affronte à la logique marchande que Quesnay ne supporte pas. Mais cette rente est déjà entamée par des considérations réglementaires qui nous éloignent du servage classique. Alors maintenant, on passe de Quesnay à Adam Smith. La notion de travail, chez Adam Smith, est reconnue comme catégorie de la valeur. Valeur du marchandise égale travail nécessaire à cette marchandise. Adam Smith va buter sur les talents de mesure. Est-ce que le talent de mesure, c'est l'or ou est-ce que c'est le blé? Point d'interrogation. Ricardo va plus loin. Il pose la question de la marchandise comme étant égale au travail incorporé. Donc, il y a actif et passif. Chez lui, il y a séparation entre capital fixe, c'est-à-dire les machines, et le capital circulant, c'est-à-dire les salaires. La notion de productivité interbranche, qui intervient comme effet induit, et donc de diffusion de la productivité du travail. La notion de reproductibilité de la marchandise et de la valeur est posée par le système des machines, c'est-à-dire au stade de la fabrique et non pas au stade artisanal, et des normes de production qui tendent à se standardiser. Vous savez que le capitalisme, notamment en Angleterre, parce que c'est en Angleterre que le concept de capitalisme va avoir un sens, nous aurons l'occasion là aussi d'en reparler, il a commencé par un rapport très diffus et confus en même temps entre le fabricant et une sorte de main invisible, ou des petites mains, comme on dit, des artisans et des artisanes qui travaillaient à domicile, donc à l'échelle domestique, et qui produisaient des ouvrages
pour le fabricant qui payait ces personnes. Donc on était à la fois dans un rapport salarial et dans un rapport présalarial, puisque ces personnes étaient indépendantes, puisqu'elles travaillaient dans leur propre espace domestique. Elles ne travaillaient pas dans une usine, elles étaient chez elles, donc ce sont des indépendants, mais qui sont tributaires du fabricant, du dit fabricant. C'est lui qui va ensuite exposer ses marchandises sur le marché. Et d'ailleurs, nous avons connu ça en Algérie, hein, même à des périodes récentes. Hein. Par exemple, beaucoup de femmes qui travaillaient dans l'artisanat féminin, la couture, la broderie, etc., souvent elles produisaient ces objets pour des fabricants qui les dotaient en matériel, ils leur fournissaient la matière première, elles fabriquaient chez elles le travail, donc c'est elles qui payaient les charges d'électricité, etc. Et elles étaient payées en rétribution de leur force de travail, suivant des normes évidemment qui sont toujours inférieures à ce qu'elles devraient être, et ce sont les fabricants qui vont mettre sur le marché des produits qui ont été faits. Alors ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le rapport formel, hein, du travail au capital. Ce problème, il est mondial, hein, surtout dans les pays du tiers-monde. Vous voyez bien que la notion de capitalisme va démarrer avec un rapport à l'espace artisanal, à la petite production marchande, comme on dit, qui a duré très longtemps. Hein. Il a existé partout dans le monde, y compris chez nous en Algérie, bien évidemment. Alors Marx, il s'inscrit dans la problématique ricardienne en y apportant la dimension historique. Alors pour lui, la valeur d'une marchandise est égale à la quantité de travail socialement nécessaire. Parce que si vous prenez une pioche, vous commencez à démolir une montagne, c'est du travail, mais il n'est pas socialement nécessaire. C'est du travail physique. Le travail socialement nécessaire. Et cette notion de nécessité, elle est variable suivant le temps, le contexte. Hein. D'où quantité de travail moyen, ce qu'ils appellent la quantité de travail moyen. Alors pour lui, la marchandise, elle renvoie à la valeur d'usage et à la valeur d'échange. Quant au travail, il renvoie à la valeur, au travail abstrait, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui est développée, et cette quantité d'énergie est interchangeable. Ça, c'est le travail abstrait. Et il renvoie au travail concret, c'est-à-dire qui est spécifique, hein, que l'on peut décrire, qui est là devant nous. Ainsi, pour Marx, le double aspect de la marchandise renvoie au double aspect du travail. Toutefois, les formes d'exploitation du travail sont historiquement déterminées. Pour construire sa théorie de la plus-value, il formalise davantage le concept de marchandise en l'élargissant à la force de travail et non à la quantité de travail en tant que valeur marchande, potentiellement utile, et dont le prix est déterminé par le marché. D'où, chez Marx, la force de travail renvoie à la valeur d'échange qui correspond au salaire et à la valeur d'usage qui est l'usage par le patron. L'usage par le patron. Il existe donc un marché réifié, chosifié, marchandisé, si j'ose dire, de la force de travail. La force de travail elle-même devient une sorte de marchandise, de res, de choses. Cela se traduit par l'augmentation de la productivité du travail et par l'abaissement de la valeur de la force de travail. C'est tout le problème de l'incorporation de la machine et de la rationalisation de la production. Mais cela a des conséquences sur le statut du travailleur en tant que moteur de l'histoire, pour Marx en tout cas, et de son remplacement tendanciel. Mais cette évolution n'est pas mécanique. Elle peut être ralentie pour des raisons stratégiques, historiques et culturelles. Par exemple, le capitalisme colonial corrige cette tendance. Il y a chez Marx
une différence entre la plus-value absolue et la plus-value relative. Il y a dans l'histoire du travail dans les pays occidentaux, les pays européens, prenons le cas de la France, puisque c'est le pays qu'on connaît le mieux, une évolution sur la notion de valeur, c'est-à-dire la valeur travail. Quel est le prix de la force de travail? Nous avons dit que la force de travail, se combinant de plus en plus avec la mécanisation, il y a augmentation de la productivité sans qu'il y ait augmentation de la quantité d'énergie produite par le travailleur, par le salarié. Il peut même travailler moins et être plus productif. Donc cette combinaison machine-travail physique, humain, elle va être diligentée par le patron, mais elle va être négociée chaque fois par le monde du travail. Lorsque, par exemple, prenons l'époque du milieu du XIXe siècle, quand les anciens paysans quittaient les fermes médiévales à l'époque de la fin du féodalisme, lorsque ces paysans qui travaillaient dans les fermes féodales quittaient la terre pour aller travailler dans les mines de charbon, dans le nord de la France, eh bien, selon l'Assommoir et les romans historiques de l'auteur de J'accuse, j'oublie son nom, ça va venir. Eh bien, il y avait des enfants et des femmes qui allaient travailler à côté de leur mari dans les mines pour essayer de gagner un peu d'argent. Et le patron était d'ailleurs quelqu'un qu'on ne connaissait même pas, hein, alors que le prince féodal de jadis, on le connaissait. Il y avait un rapport poétique. Marx parlait de Baudin poésie, parlait de la poésie du sol. Même dans le féodalisme le plus cru, il y avait un rapport romantique qui liait le paysan à son seigneur. Or là, le seigneur est remplacé par un patron anonyme qu'il ne connaît pas parce qu'il y a des contremaîtres. Et en plus, ces ouvriers se trouvent dans les mines, ils ne se connaissent même pas entre eux parce qu'ils viennent de régions différentes. Avant, on ne parlait pas le français, hein, chacun parlait son argot, sa petite shelha locale. Donc il n'y avait pas véritablement comment dirais-je, il n'y avait pas véritablement de communicabilité entre les ouvriers. Il y avait une sorte de solitude terrible. Hein, Zola, excusez-moi, je pensais à Zola, hein, Émile Zola. Donc, Émile Zola a beaucoup décrit ce phénomène, et il se trouve qu'au fur et à mesure que la condition ouvrière se cristallise, que ces ouvriers finissent par trouver un langage commun et à prendre conscience qu'ils sont désormais exploités de manière injuste, ils vont s'organiser et ils vont négocier, en prenant conscience de leurs conditions, les conditions de rémunération de la force de travail. Et c'est là où on passe de la plus-value absolue à la plus-value relative. Or, cette situation, elle va coïncider avec le début des colonisations. Autrement dit, lorsque les colons s'installent en Algérie, pour donner l'exemple de l'Algérie, et ils vont exploiter la mitidja en rachetant les terres qui appartenaient aux pauvres paysans parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Ces paysans d'anciens propriétaires qu'ils étaient, vont devenir ouvriers chez ce même colon et qui vont accepter les conditions de rémunération de la force de travail que jadis l'ouvrier de la métropole acceptait, mais qui n'accepte plus désormais parce qu'il y a une évolution des rapports de force. Autrement dit, le patronat va reproduire dans la colonie, dans l'extraterritorialité coloniale, les conditions de travail qui existaient au tout début du capitalisme, ce qu'on appelle le rapport formel du travail au capital. Or, ce problème a duré longtemps, y compris dans le cadre des migrations, lorsque la France avait besoin de main-d'œuvre des émigrés de la colonie, aussi bien marocaine, algérienne que tunisienne, quand ils sont venus travailler dans les usines françaises, ils ont accepté de bonne grâce des conditions de salaire que leurs camarades ouvriers de la métropole refusaient, parce qu'on n'était pas du tout
dans la même longueur d'onde. Et il se trouve que depuis au moins les années 50, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'ouvrier était considéré comme l'ennemi juré de l'ouvrier français, sauf rarissime exception. Parce que il lui cassait son pain, enfin je ne sais pas comment exprimer ça. Donc c'est terrible, hein. Le rapport entre conditions ouvrières à l'intérieur de la métropole et conditions ouvrières n'était pas vécu de la même manière. Pour l'ouvrier qui venait des pays du tiers-monde, notamment des pays africains, pour lui c'était une aubaine d'avoir un salaire qui lui était offert, parce que c'était toujours mieux que ce qu'il connaissait avant, mais pour l'ouvrier occidental, non. On était ici dans un rapport contradictoire. Ce qui montre d'ailleurs l'éternelle ambiguïté du rapport entre classes semblables, dans une certaine mesure, statutairement semblables, mais qui sont, du point de vue du rapport social ou du rapport tout court, très divergentes. Alors, en définitive, les différents paradigmes explicatifs, en dépit du fait qu'ils traduisent un rattachement de la doctrine ou de son auteur à une classe sociale ou à une idéologie particulière, ces paradigmes sont cumulativement hérités d'autres doctrines, même si leurs présupposés philosophiques ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, les néoclassiques, avec Walras, etc., avaient la prétention de s'inspirer des lois physiques. Autrement dit, on est dans une problématique où l'économie est considérée comme un phénomène de feedback, de régulateur. Et d'ailleurs, cette notion de feedback renvoie à des théories thermodynamique, le principe d'entropie, principe de désordre, comment le désordre engendre l'ordre. On retrouve d'ailleurs ça, d'une certaine manière, dans la théorie de la main invisible de toute l'approche mercantiliste avec Adam Smith, et qui a été souvent utilisée, reprise dans certains pays du tiers-monde, qui consiste à dire que on n'a pas besoin de planifier, on n'a pas besoin de diriger l'économie, on n'a pas besoin d'État, qu'il y a un phénomène de régulation par le marché. Et d'ailleurs, cette idée a eu la vie dure. Moi, je me souviens d'une équipe tunisienne que j'avais contactée à une époque, avec laquelle je travaillais. Il y avait un socio-économiste dont je ne citerai pas le nom, qui était provocateur au point de dire qu'il était pour la République des épiciers. La République des épiciers. Donc ce sont les épiciers qui doivent faire l'économie du pays et non pas l'État. Pour lui, l'État est un albatros. Vous savez, l'albatros, c'est l'animal, c'est l'oiseau qui met du temps à s'envoler. Donc l'État met toujours un temps de retard par rapport au temps de l'échange, le temps du marché. Alors évidemment, c'est vrai que c'est assez troublant ce qu'il raconte, parce que je me souviens, si vous permettez, une petite anecdote personnelle, quand j'enseignais à l'université d'Oran, donc à l'époque, j'allais acheter mon paquet de cigarettes tous les matins avant d'aller à l'université d'Essénia. Il y avait un vendeur de cigarettes, vous savez, les vendeurs à la sauvette, si j'ose dire, et je remarquais que le prix changeait du jour au lendemain. Alors un jour, je trouvais que vraiment le prix a augmenté terriblement entre la veille et le lendemain. Et il était 8 heures du matin, il n'était pas très tard. Alors j'étais un peu fâché, j'ai pris ma voiture et avant d'aller à l'université, je suis allé à Médine Jdida, je suis rentré dans un autre monde, et je me suis arrêté pour acheter le même paquet de cigarettes. Et il m'a été payé, je l'ai payé exactement au même prix que celui qui m'a été demandé par le petit vendeur. C'est extraordinaire. Et à cette époque, il n'y avait ni informatique, ni intelligence numérique, ni quoi que ce soit. C'est extraordinaire. Donc il y a une sorte de flexibilité qui est liée à ce qu'on appelle le secteur informel, qui a des vertus en matière de régulation que l'État n'a pas, étant donné que l'État est un albatros, c'est-à-dire un infrajojo bureaucrate. Et ça n'a pas beaucoup changé, je vous dirais, encore plus dans les pays qui sont les nôtres que dans les pays occidentaux. Voilà, je vous remercie.